En gros, tu me demandais donc comment je travaillais, comment je m'organisais et tout ça. En fait, j'ai mis un peu une sorte de méthode qui est un peu non officielle, il faut que je processise tout ça. C'est les périodes de sprint. En gros, c'est un peu ce truc de se dire, tu as une semaine pour le faire, et ben tu vas le faire les deux dernières heures. Pour moi, ça va être vraiment, j'appelle ça des périodes de sprint. Ça va être notamment pour les examens. Par exemple, je vais avoir des partiels, et ben une semaine, 2 semaines avant, je vais tout mettre de côté, quasiment tout le reste, et je vais faire ce qu'on appelle une période de sprint, c'est-à-dire que je vais consacrer beaucoup de temps, longtemps, mon attention, et je vais être focus sur un truc, et je vais courir à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour moi, c'est une période de sprint. Donc je ne suis pas à fond toute l'année, mais je vais avoir des petites périodes comme ça où je vais me donner à fond, et ensuite, une fois les 2 semaines passées ou les une semaine passée, ben, je vais continuer de reprendre mon quotidien, profiter, remettre d'autres projets, réintégrer et tout. Mais en gros, un peu le secret, c'est je dis toujours, on a l'impression que je fais plein de choses en même temps. En vérité, je fais pas tout en même temps. C'est-à-dire que je suis focus sur un truc. Une fois que j'ai fini, je mets de côté, je focus sur l'autre. Et en fait, c'est juste que j'ai des petites périodes de sprint pour chaque chose. Et du coup, comme c'est petit, j'enchaîne vite. Et on a l'impression que je fais plein de choses en même temps. Mais en réalité, quand je suis là, je suis là. Quand je suis là, je suis là. Mais comme je consacre tant de temps, une semaine à mon sprint ou 2 semaines, et ben on a l'impression que le temps que tu captes que en fait machin, ben, y a un mois qui s'est passé et en fait entre temps tu as vu les vidéos de ça, en même temps il a coaché et machin, et en fait ça s'arrête jamais. Donc ça, et ensuite la règle x3 qui est hyper intéressante, c'est j'avais découvert ça dans un livre, ça s'appelle le livre des décisions, c'est il me semble un psychologue qui avait mis ça en place, et il y a plein de petites règles pour comment prendre les bonnes décisions, et il y a justement cette règle de x3 de se dire je dois finir ce que je dois faire, ce que je dois finir 3 fois avant de le rendre. Et c'est super intéressant je trouve, parce que du coup tu as un peu 3 feedbacks, et du coup si vraiment tu le finis 3 fois, tu as un truc qui est presque parfait à la fin. Et que ce soit un rendu de mémoire, un rapport de stage, un montage vidéo ou quoi, ben en fait tu te prends ton échelle de temps, et cette échelle de temps totale, tu la divises en 3. Et l'objectif, c'est que du coup, tu finisses 3 fois ce projet, ce rapport, ce truc. Et ça va te permettre de voir, ok, bon ben là, c'est la première version 1, il est bien. Et tu te fais un auto-feedback où tu le montres à d'autres personnes et tu demandes un feedback. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que tu as 3 feedbacks, 3 retours. Tu as vraiment un travail qui est, entre guillemets, mieux réalisé, mieux rendu. Parce que je trouve ce qui était gênant, moi, quand je rendais un peu des rapports, des trucs pour les cours, c'est qu'en fait, tu as des feedbacks, mais tu n'en as que à la fin. Et tu en as. En fait, ils te servent, mais ils te servent pas parce que tu peux plus rendre ton rapport. Tu l'as déjà rendu, donc tu les prends, mais en même temps, comme il n'y a plus rien qui se joue, et que ton prochain rapport, c'est peut-être dans un an, tu vois, tu prends moins, je trouve, à cœur, parce que tu vas pas les utiliser de suite, il n'y a pas cette nécessité, et ce besoin que ça soit utilisé là, alors qu'avec cette règle x3, ben, en fait, tu as vraiment l'utilité du feedback, parce que ça va vraiment jouer sur le résultat final de ton travail, de ton projet, quoi. Donc c'est vraiment stylé. Et du coup, on bascule sur la question que tu m'avais vraiment posée, c'était par rapport au try hard. Ouais. Donc c'était comment j'en suis sorti et tout ça. Euh, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Tu dit que je sors du tryhard et je suis plus dans cet aspect, je veux tryhard, je suis plus dans l'aspect de m'ouvrir avec les gens. C'est ça la question. Ben, en fait, c'est se dire que quand tu es entrepreneur, quand tu proposes de la valeur à des gens ou à des clients, ben en fait, tu n'es pas tout seul. Tout ne dépend pas que de toi, selon moi. Il y a aussi une part externe que tu peux pas forcément contrôler. Ce qui se passe, c'est que si tu vraiment try hard de fou, que tu mets tout de côté machin, tu vas avoir une quantité d'efforts qui va être monumentale, mais comparé au résultat que tu vas avoir, ça va être disproportionné. Comparé à un individu qui va peut-être moins try hard, et là tu vas me dire ouais mais s'il travaille moins, il aura moins de résultats. Pas forcément, parce que je t'assure que dans tout le try hard que tu fais, si vraiment tu analyses ton try hard, il y a peut-être des trucs, c'est pas si try hard que ça, tu vois. Quand tu dis je vais à la bibliothèque de 8h à 22h ou de 8h à 18h, est-ce que tu travailles vraiment de 8h à 18h? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu es sur ton tel à regarder tes notifs? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu sors fumer une clope? Si vraiment tu comptabilisais le temps de travail réel, pas le je vais de telle heure à telle heure, mais le vrai temps de travail, tu verrais que dans ton discours, tu dis que tu vas de 8 à 18, mais en réalité, tu travailles 3 heures. Tu travailles 1h30 le matin et peut-être 1h30 l'après-midi.
Et tu as l'impression de consacrer beaucoup de temps, de travail de 8h à 18h. Mais en réalité, si vraiment quantitativement, sur des trucs concrets, on regarde, je t'assure que c'est pas forcément le cas. Et donc, il y a un peu ce côté-là où ben, je faisais beaucoup de choses, je travaillais beaucoup et j'avais pas forcément les résultats qui suivaient. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, tu as fait ça pendant X temps, ta jeunesse, elle passe aussi quand même, la vie, elle passe quand même. Voilà, je me suis dit, ok, je démarre à 20 ans, à 23, je suis libre, je gagne 10 000 euros par mois. Bon, t'en as 23, c'est pas trop le cas. Tu te dis, il y a quand même 3 ans qui sont passés où je me suis dit, je sacrifie ça pour le reste de ma vie. C'est toujours pas arrivé. Donc tu te dis, ok, je rajoute peut-être un an supplémentaire. Allez, 24, c'est bon. À 24, c'est toujours pas le cas. Si t'es chaud, tu te dis, allez, 25. Mais des fois, tu toujours pas. Et là, tu te dis, bon, ma vie, elle est quand même en train de vraiment me passer. Ça fait X temps. Il faut que j'arrive à trouver une méthode qui me permet de ne pas passer à côté de ma vie et en même temps de la réussir. Pour rebondir là-dessus, quand vous êtes entrepreneur et que vous voulez entreprendre quelque chose, n'oubliez pas que vous avez une vie à côté. N'oubliez pas que vous devez rester vous-même et rester entier, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Hichem en est la preuve. Tu restes quand même toi-même et tu accordes quand même du temps pour des choses annexes de tes projets. T'es pas non plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, à tryharder tes projets, même si ça se voit que tu fais beaucoup de choses, trop de choses, je sais toujours pas comment tu dors. Je veux dire, dans le sens où il faut quand même que vous gardiez un aspect, voilà, je suis un être humain, j'ai des choses à faire, des contraintes à respecter liées à mon travail et à mon côté auto-entrepreneur, mais rien ne m'empêche de faire des petites sorties, des petites choses comme ça. Parce que si vous vous dites, ok, je vais tryhard, ok, c'est bien, mais si vous le faites maintenant, au même âge que moi, à 22 ans, si je tryhard maintenant, je passe à côté de ma jeunesse. Donc il faut aussi arriver à doser tout ça. Arriver à se dire, je peux sortir comme je peux être entrepreneur. Et ça, je pense que c'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Pas se dire, ok, bah, je suis full entrepreneur ou alors je suis full soirée. Il y a un juste milieu à avoir, je pense. C'est ça, et puis tu vois, tu dis qu'il faut voilà, un petit peu travailler sur sa personne, prendre du temps pour soi justement. Et en fait, c'est paradoxal parce qu'on se dit, mais attends, tu prends du temps pour toi, mais tu travailles pas, et du coup, c'est du temps que tu perds. Mais en fait, pour moi, c'est un investissement que tu fais qui fera que tu seras beaucoup plus engagé quand tu vas travailler pour de vrai. C'est-à-dire que comme tu n'es pas épuisé, tu te recharges entre guillemets, ça va être multiplicateur dans ce que tu vas faire par la suite. Je donne un exemple tout con, vraiment un truc tout con. Comment faire bonne première impression ? Eh bien, peut-être que dans un premier temps, tu vas te dire, tu vas te focus, j'en sais rien moi, pour séduire cette fille ou ce mec, il faut être bon en communication. Mais en fait, tu ne sais pas que avoir un parfum, avoir un petit style vestimentaire, avoir, j'en sais rien, travailler un petit peu justement ta communication ou ton discours. En fait, toutes ces petites choses-là vont te permettre, le jour où tu as cette opportunité, de pouvoir pleinement la saisir. Mais si tu n'as pas pris ce soin de toi et ce temps-là, eh bien, le temps où tu vas devoir travailler, je fais une analogie, eh bien, en fait, tu seras moins efficace. Tu vois, si tu arrives que tu es habillé viteuf, que tu n'as pas le petit parfum qui est sympa, que tu n'as pas travaillé sur un peu ton discours, comment être à l'aise, être toi-même, justement parler calmement, te calquer un peu sur l'énergie aussi de l'autre et ce genre de choses, ben, en vrai, ça va être compliqué. Hein. Et ben, le travail, je pense, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tous les moments que tu vas prendre un petit peu pour te poser les bonnes questions, faire ce que tu aimes faire, et ainsi de suite, c'est de la réflexion, c'est de la matière grise, des idées, des choses qui vont t'aider ensuite à améliorer ton travail, tes process, tes rencontres, ton produit, tes services et tout ce que tu fais. Et donc, est-ce que c'est vraiment dissociable ? Moi, je pense pas. Parce que tais-toi dans les deux cas, que tu prennes soin de toi ou que tu travailles. Et du coup, prendre soin de toi, c'est juste un travail complémentaire
pour la valeur que tu as à proposer. Parce que si tu prends pas soin de toi, c'est quoi la valeur que tu vas donner à l'autre? Tu vois? Tu vas être épuisé, tu vas être essoufflé, transpirant. Analogie avec la course, la valeur elle va être bof bof, tu vois. Alors que si tu arrives, que tu es rechargé, que tu peux défoncer une montagne, let's go, hein. Il y a un aspect où je me retrouve beaucoup sur cet aspect de travailler sur soi-même et de travailler sur qui on est avant de se lancer, que ce soit avec une personne ou que ce soit dans mes projets ou dans tout ce que j'entreprends et tout ce que je fais dans la vie. Il y a vraiment cet aspect de posez-vous vous-même, appréciez-vous vous-même votre personne avant de lancer quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment important et je suis justement dans cette phase-là en ce moment, cette phase où je me cherche un petit peu moi-même et je veux être bien avec moi-même avant d'être bien avec quelqu'un ou même juste dans mes projets. C'est vraiment, vraiment un aspect important parce que vous travaillez vraiment pas pareil quand vous êtes fier de vous et quand vous êtes fier de ce que vous faites plutôt que quand vous faites les choses juste pour les faire. Ça, c'est vraiment important. IGM a totalement raison. Il faut vraiment que vous soyez vous-même et que vous soyez en accord avec vous-même avant de faire quelque chose. Par exemple, on prend l'exemple de cette chaîne YouTube. Tu t'es toujours, je pense, dit, tout comme moi, bah en fait, la meilleure façon pour que ça fonctionne, c'est de rester moi-même. Ça m'étonnerait que tu joues un personnage, que si quelqu'un qui regarde la vidéo va sur ton Instagram, allez l'ajouter sur Insta aussi, se disent bah en fait c'est pas la même personne, c'est le coach sportif. Et là c'est le conférencier youtubeur. Ben non en fait, moi je suis partisan du fait que si vous voulez faire quelque chose, comme on a déjà dit tout à l'heure, vous devez être vous-même. Et ça passe par justement la confiance en soi et le travail sur soi-même. Toi du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut justement se lancer, mais qui a peut-être pas spécialement confiance en lui et qui se dit bah, quel travail je pourrais faire sur moi alors pour le faire? Parce que je connais beaucoup de gens qui se disent ok j'ai mon idée, ok je veux être auto-entrepreneur ou je veux lancer quelque chose, mais je crois pas assez en moi ou alors bah, en fait ça va pas marcher. Qu'est-ce que tu dirais à un mec derrière son écran là? Alors moi, je lui dirais de faire un SWOT personnel. Est-ce que tu sais ce que c'est un SWOT? Alors pas du tout, vas-y je te... Alors un SWOT, c'est quelque chose qu'on étudie en cours et qu'on applique aussi en entreprise. C'est faire l'état des lieux de ses forces et de ses faiblesses, ainsi que des opportunités et des menaces. Ça c'est voilà. Mais en résumé, c'est pour dire de faire un peu un état des lieux de quelles sont tes forces et tes faiblesses. Et c'est trop intéressant. Moi, j'ai fait ce travail-là quand j'avais 15-16 ans et que j'ai voulu justement commencer à être sociable, à rencontrer des gens, à apprendre un peu à communiquer et tout, où j'ai fait un état des lieux de ok, c'est quoi mes qualités? C'est quoi mes défauts? Quelles qualités j'aimerais avoir que je n'ai pas aujourd'hui? Quels défauts j'ai aujourd'hui et j'aimerais ne plus avoir éventuellement. Et je réfléchissais un peu à, ok, la personne qui a telle qualité, comment est-ce qu'elle vit? Comment est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait? Et pareil, personne qui enlève ce défaut-là, qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas avoir ce défaut? Vraiment creuser un peu profondément cette réflexion et plus concrètement par rapport à te lancer dans un projet ou quoi, c'est trop important de déjà faire ce travail-là dans un premier temps, même pour ta vie, hein, ça va énormément t'aider. Mais c'est surtout que moi, par exemple, ma plus grande force, c'est que je suis quelqu'un d'extraverti et de très sociable. J'arrive en quelques secondes, je te connais pas, avec l'environnement qui est autour de nous, j'arrive à créer un contact. J'arrive à rentrer en contact avec toi sans que tu te sentes agressé, que tu te sentes en confiance, on échange un petit peu et voilà. Donc je crée de la connexion en un minimum de temps et minimum d'énergie. C'est un peu mon truc. Je mets les gens à l'aise parce que je suis à l'aise et tout ça. Et ça c'est un truc par exemple, si tu ne te connais pas et que tu le sais pas, c'est compliqué. Parce que, comment dire, on a un peu cette image, tu sais, de l'homme idéal, c'est l'homme qui est discret, qui parle pas trop, Sasuke, ténébreux, tu vois, et tout ça. Et en fait, si toi, t'es plutôt un Naruto extraverti, des fois qui peut dire plein de conneries à longueur de journée, tu sais, tu peux dire, mais attends, je corresponds pas à l'image idéale, faut que je m'en rapproche, c'est pas bon, ça va jamais marcher, je vais jamais plaire ou machin. Et en fait, si juste tu reconnais cette valeur-là que t'as, cette qualité-là que t'as, et que tu travailles avec, tu peux pas, on va pas dire être mieux qu'un Sasuke, parce qu'il n'y a pas de mieux en fait, mais c'est juste que ça va être trop cool, parce que ça va devenir vraiment une force. Pour résumer, mettez votre force en avant. Mettez ce qui vous anime dans la vie en avant et assumez-le à fond. Premier truc qu'il a dit, c'est bon, mais voilà, je suis extraverti, j'arrive à mettre à l'aise les gens. La preuve, je suis à l'aise, je suis posé, on fait une petite vidéo tranquille et tout.
Donc mettez vos forces en avant et vous dites pas ah ben en fait si je suis comme ça, la personne en face de moi elle va me trouver bizarre. Moi de suite j'ai compris que c'était quelqu'un d'extraverti, bon ben ok, hop, personne extravertie en face de moi, ok bah go être cool aussi. Et j'ai pas à me dire ok je me cache derrière un personnage parce que je sais pas si cette personne va m'apprécier comme ça. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, si t'es extraverti, les personnes qui le sont pas du tout et qui trouvent ça trop, ok, elles t'apprécient pas, elles vont mettre une distance, mais les personnes qui sont comme toi, elles seront comme toi à fond, à 100%. Donc vraiment, mettez-vous dans la tête que bah, faites de votre différence une force. Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans les vidéos un peu motivation et tout. Mais c'est vrai en fait. Si vous-même, vous savez qui vous êtes, mettez-le en avant et soyez tout simplement vous-même. Et ça vaut dans la vie, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans tout. Mais du coup, est-ce que tu saurais expliquer à quelqu'un derrière son écran comment il peut trouver ça? Comment il peut se dire je suis comme ça? Comment tu trouves si tu es extraverti ou comment tu trouves cette force en toi de comment tu es réellement. Parce que moi, si tu veux, par exemple, je suis aussi extraverti, j'adore aider les gens, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font, je prends souvent des nouvelles, tout ça. Mais c'est quelque chose que je fais naturellement. Je ne saurais pas expliquer comment c'est né en moi un jour. Et comment quelqu'un qui sait pas, qui est un petit peu perdu entre les études et l'entrepreneuriat, ou même pas, juste dans la vie, comment il trouve ça? Je dirais deux choses. La première, je dirais d'analyser tes expériences passées, comment ça s'est passé, comment tu t'es senti. Et la deuxième notion, c'est justement ça, c'est comment tu t'es senti et comment tu te sens. C'est-à-dire que, en fait, ça vient naturellement, mais là, le sujet, c'est d'apporter de la conscience à ce qui vient naturellement. Ça veut pas dire le programmer, ça viendra toujours naturellement, c'est juste que tu en as conscience. Et du coup, en analysant tes expériences passées, tu vas pouvoir voir dans quelle situation, par exemple, tu étais plus à l'aise que d'autres. Est-ce que tu étais plus à l'aise quand tu étais tout seul dans telle et telle situation? Est-ce que tu étais plus à l'aise quand tu étais avec tes potes, entouré de machins, en groupe? Euh, Et en fait, c'est un peu ce travail de feedback en mode je prends un petit peu de temps pour analyser, ok, putain, c'est vrai, la dernière fois, je me sentais vraiment pas bien, c'était pas cool et tout ça, machin. Pourquoi c'était pas cool? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'était l'environnement? Est-ce que c'est la personne? Parce qu'il faut savoir qu'une personne, en fonction de l'environnement dans lequel elle est pas toujours. C'est pas qu'elle est pas toujours elle-même, c'est qu'il y a une autre facette d'elle-même, des fois, que tu peux voir que tu voyais pas. Moi, je sais que j'ai plein de potes que j'apprécie, mais je les apprécie entre guillemets dans un contexte particulier. Quand on va être tous les deux, par exemple, dans un endroit particulier. Parce que je sais que s'ils sont en groupe, ils peuvent avoir tendance à taquiner, à être un peu moqueur ou quoi. Et c'est un truc que j'apprécie pas trop. Du coup, je suis pas en mode bon, c'est pas mes potes, mais je suis en mode j'apprécie telle partie vraiment de lui. Et du coup, j'essaye de créer le contexte quand on va se rencontrer, de se rencontrer un peu dans un environnement où ça se passe bien, tu vois. Et où je me sens bien aussi, du coup, dans ce moment-là. Alors dans ce cas-là, je comprends peut-être pas quelque chose. Pourquoi est-ce que l'effet de groupe et pourquoi l'effet d'être avec d'autres personnes change la vraie valeur de la personne? Moi, je suis partisan du fait qu'il faut rester soi-même, que ce soit en groupe ou tout seul. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que moi, je suis souvent bloqué de me dire, mais en fait, je reste moi-même et ça va pas correspondre à l'effet de groupe. Mais en fait, moi, je suis bien avec moi-même et je reste moi-même. Donc pourquoi je changerais pour intégrer cet effet de groupe? Alors, ça fait appel encore à deux choses. Je dirais à la perte de modestie et ensuite au besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que souvent, quand on perd de la modestie, qu'on n'est pas reconnaissant de sa vie, qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, on va tendance à noircir un peu les choses, à négativiser un peu les choses. Et on est trop proche en fait de ce qu'on vit, on n'a pas assez de distance. La modestie, moi, c'est un peu comme ça que je le définis, c'est arriver à mettre de la distance face aux choses. Et du coup, pour moi, une personne qui va un peu... des fois, c'est jouer un rôle qui n'est pas forcément le sien parce qu'elle est entourée. Et c'est ça, c'est un peu, dans un premier temps, un manque de modestie qui vient se multiplier, s'accoupler à un besoin de reconnaissance qui fait que la personne va se mettre à faire des choses pour être vue, entendue, des fois valorisée, parce que des fois elle n'est pas assez dans sa vie ou elle ne le sent pas assez, ou parce que dans le groupe à ce moment-là, il y a des gens qui sont valorisés, que elle se sent dévalorisée parce que quelqu'un d'autre est plus valorisé qu'elle. Donc c'est un peu un manque de confiance. Et du coup, va se mettre à faire des fois des choses qui lui ressemblent même pas,
juste pour que les projecteurs soient tournés vers cette personne-là. Moi, je vois beaucoup les relations comme des mathématiques, pas pour dire que c'est logique et cohérent, mais c'est juste pour dire que 1 et 1, ça fait 2. Mais si tu changes un nombre dans le calcul, tu changes le résultat. C'est-à-dire que si tu rajoutes un 3, ben, ça fait plus 2. Tu vois, ça va te faire 5. 1 et 1, ça fait 2, mais 1 et 1 plus 3, ça fait 5. Et du coup, bah, si tu ajoutes des personnes dans le groupe, ou si tu es avec une autre personne, tu vas parler des fois d'un autre type de choses et tout ça. Et du coup, ça ne veut pas forcément dire que c'est plus toi, mais que c'est une facette de toi. Parce que, tu vois, tu es quelqu'un quand, quand tu vas parler avec, je sais pas moi, ta petite sœur ou une fille. T'es toi-même aussi quand tu vas parler avec tes parents ou ton père, mais t'es aussi toi-même quand tu rigoles avec tes potes et que tu racontes un peu des conneries et tout ça. Et du coup, c'est toujours toi, mais on va dire que c'est une facette de toi qui ressort plus dans un environnement, psychologie sociale, dans un environnement qu'un autre. Non, voilà, après moi pour rebondir sur cette entrevue, tout ça, quand justement tu rencontres quelqu'un et que tu comprends et tu vois qu'il n'a pas spécialement la même vision que toi ou qu'il n'est pas spécialement dans le même mood que toi, parce que toi tu connais ta valeur, comment tu réagis à ça? Est-ce que bah, tu te mets dans sa peau entre guillemets et tu deviens justement cet effet de groupe comme on parlait tout à l'heure, ou est-ce que justement tu restes toi-même et tu te dis bon bah la personne elle doit m'accepter tel que je suis? Alors c'est super intéressant parce que là il y a un peu deux choses qui me viennent. C'est, tu me disais quand tu rencontres quelqu'un et tout ça, il y a la notion un peu de rencontre un peu amour et tout ça, et sinon rencontre plus amicale et tout ça. Du coup, moi je suis beaucoup dans la réciprocité, et du coup je fonctionne au feeling. Et du coup je vais par exemple écrire à une personne, prendre de ses nouvelles, et en fait je vois s'il y a une réciprocité qui s'applique, c'est-à-dire est-ce que la personne elle prend aussi de mes nouvelles, est-ce qu'elle ajoute un et toi dans la conversation, ou est-ce que juste elle répond au message, tu vois, en mode tu vas bien, oui, au lieu de oui et toi, ou oui ça va super bien, et toi, comment se passe ta semaine, tu vois, si la personne elle rajoute un peu des choses, quand c'est dans une optique un peu d'apprendre à se connaître pour éventuellement pourquoi pas plus ou quoi, donc amour, c'est vraiment mon critère numéro un, la réciprocité. Et si je vois que la personne elle est pas réciproque dans nos conversations, que je vois qu'elle est pas réciproque dans le fait de elle va pas du tout t'envoyer de messages, t'écrire, ben en vrai je lâche un peu l'affaire, genre je lâche l'affaire. Et même au-delà de lâcher l'affaire, c'est que ça me désattire de la personne. Donc du coup tu veux que la personne elle te donne la même importance que tu lui donnes, que tu lui accordes? Je sais pas si on peut dire ça, on pourrait dire que oui, mais pour moi en fait c'est juste les bases des relations humaines et de l'être humain, qui est l'échange, parce qu'on n'est rien de tout seul. L'être humain il vit en communauté depuis l'époque de la préhistoire. Et en fait je trouve vraiment la réciprocité c'est la base pour créer une relation même de confiance ou autre. Et en fait si la personne elle est juste pas intéressée, qu'elle prend pas soin de toi, au moins dans ses questions et tout, ben je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Ouais, voilà. Non, après, mais du coup, pour rebondir un petit peu sur tout l'échange, si tu devrais un petit peu résumer un petit peu notre entrevue et dire à la personne derrière son écran, je sais pas, un conseil ou quelque chose que tu devrais lui dire. La personne a regardé cette vidéo, comme si elle devait prendre des notes, qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a juste un dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est justement le sujet des likes, commentaires qu'on a abordé tout à l'heure, que je trouve super intéressant. Tu sais, quand on se lance dans un projet ou quoi, il y a beaucoup la notion, le côté de soutien de son entourage, où on se dit, ben, s'ils m'aiment, tout ça, ils vont me soutenir, ils vont liker, ils vont commenter et tout. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça, toi? Alors moi, pour en avoir fait l'expérience d'avoir un compte Instagram, de poster des vidéos, tout ça, on voit de suite qui soutient pas. Et c'est vrai que si on a un membre de notre famille, par exemple, qui va pas soutenir notre travail ou quoi, logique, ça va nous impacter. Mais il faut pas que cet impact-là impacte aussi notre travail en tant que tel. Franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si par exemple vous faites des vidéos comme on est en train de faire et que vous recevez des commentaires négatifs ou des dislikes ou quoi, c'est parce que la personne n'apprécie pas votre travail, mais elle n'apprécie pas
qui vous êtes. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que ça vous affecte personnellement. Bien sûr, vous pouvez écouter les critiques et changer votre façon de faire, mais ne vous changez pas vous. Ça, c'est vraiment important. Si par exemple les personnes là, elles apprécient pas cette vidéo, tu vas pas te dire, ok, ben j'arrête tout, j'arrête de faire des vidéos sur YouTube. Peut-être que c'est le format qui ne plaît pas, peut-être que c'est la façon de faire qui ne plaît pas, mais voilà, les critiques, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et aujourd'hui, on est dans une génération, et je passe beaucoup de temps sur Instagram. Mes parents m'en parlent beaucoup, de justement cet aspect que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et dans un monde un petit peu virtuel où ça fonctionne avec les commentaires, les likes, l'image qu'on se donne. Je veux un petit peu plus de likes, je veux un petit peu plus de commentaires, tout ça. Ça, c'est un aspect que je comprends. On est sur les réseaux sociaux quand même pour avoir des likes, pour avoir des commentaires et pour qu'on soit vu. Mais quand quelque chose de négatif par rapport à ce qu'on entreprend nous arrive, il faut surtout pas s'arrêter, il faut justement s'en servir comme une force. J'imagine que quand tu as commencé le coaching ou même quand tu as commencé tes activités, tu avais ça. Comment toi, tu as réagi justement à ces commentaires négatifs? Tu les lis pas, t'en prends compte, t'en prends pas compte? Tu fais quoi? Alors moi, j'ai pas eu forcément de commentaires négatifs, mais moi j'ai été impressionné par le manque de soutien et d'engagement un peu des gens qui m'entouraient et qui me disaient putain tes vidéos c'est trop cool et qui des fois ne lâchaient pas ou la plupart du temps ne lâchaient pas de like ou de justement de commentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de commentaires forcément négatifs, mais il y a eu ce côté où les gens sont en mode c'est trop stylé ce que tu fais, mais quelque chose de justement gratuit, donner un like, donner un commentaire c'est gratuit, et bien ils ne le faisaient pas. Surtout que, tu sais, ils m'ont donné leur temps, puisqu'ils ont regardé la vidéo. Donc leur temps, ils me l'ont déjà donné. Le truc le plus important, ils me l'ont déjà donné. Et ça, je suis reconnaissant vraiment. Merci pour les vues, c'est vraiment stylé. Mais si j'avais autant de likes et de commentaires, si tous les individus qui disaient ok, j'ai kiffé, je soutiens pour de vrai, juste je like et je lâche une flamme, je lâche un petit mot, ça exploserait tellement, mais ça serait incroyable. Il y aurait un soutien de fou. Alors, il y a une nuance entre le soutien que les gens vont t'apporter et l'importance du soutien que les gens t'apportent, dans le sens où une personne va certainement se dire j'apprécie Hichem, j'apprécie ce qu'il fait, j'apprécie son contenu, du coup je vais le voir. Point. Et il y a des gens qui vont se dire je vais le soutenir, je vais partager, je vais le mettre en story, n'hésitez pas à le faire, je vais commenter, je vais faire tout ça. Euh, c'est pas la même importance. C'est-à-dire que une personne qui t'apprécie vraiment, elle va aller voir la vidéo. Ben voilà, elle a déjà donné son importance, elle est allée voir la vidéo. Pourquoi elle irait commenter, liker, tout ça? Ça, c'est vraiment un soutien qui est un petit peu plus. Je le soutiens à continuer, donc je vais mettre un like. Ou je le soutiens à continuer, donc je vais donner mon avis en commentaire. Il y a des gens, ils mettent pas de commentaires parce qu'ils estiment que bah, la vidéo elle est bien, ils la like, fin de l'histoire. Ils pensent pas que si vous mettez des commentaires, la vidéo elle est plus vue dans YouTube, l'algorithme YouTube le voit plus. Bah là, si vous voulez, mettez un petit commentaire, comme ça monte un peu dans YouTube. Mais voilà, dans le sens où c'est plus l'importance que les gens accordent aux choses. C'est comme dans tout. Si vous vous lancez dans un sport et que vous vous y mettez un jour par semaine, vous n'avez pas le même résultat que si vous vous mettez tous les jours. Donc je pense que c'est aussi cet aspect-là que les gens doivent avoir en eux, de se dire quelle importance j'accorde à Hichem. Est-ce que je lui accorde un like ou est-ce que je lui accorde like, commentaire et partage en story? Donc faites tout ça vraiment. Mais voilà, moi je pense que c'est plus une question des gens en eux-mêmes. Toi tu pourras jamais forcer quelqu'un de mettre un like ou jamais forcer quelqu'un de mettre un commentaire. Franchement faites pas ça parce que ça sert à rien. Laissez justement les gens naturels. Moi je préfère largement avoir 4 likes mais que ces 4 personnes bah, elles ont liké d'eux-mêmes, que je leur ai envoyé un message pour dire est-ce que tu peux aller liker ma publication s'il te plaît. Je pense que c'est plus valorisant. Après, c'est sûr que ça fait toujours un impact de se dire putain, mais le mec, je l'ai croisé, j'ai discuté avec lui, c'est une bonne connaissance, mais il va pas liker mon travail, c'est dommage, parce qu'il me connaît. Voilà, c'est plus l'importance. Et après, il y a aussi cet aspect que les gens sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils aiment bien les petits extraits, et ils aiment bien que ce soit rapide, que ce soit construit, qu'il y ait vraiment quelque chose derrière, et qu'il y ait une cause importante. Donc voilà. Est-ce que tu peux rebondir sur la partie avec Oussama Hamar où tu parlais un petit peu justement de ça pour... Bah alors en fait en off je t'ai parlé de Oussama Hamar parce que il y a une interview où il disait vous en pensez ce que vous voulez, il est critiqué un peu de partout mais en attendant il réussit,
Et justement, il disait, moi, quand j'ai un ami à moi qui lance un projet, bah, je vais investir dedans parce que justement, c'est un ami à moi et ça me paraît normal. Bien sûr, si vous n'avez pas d'argent ou ce genre de choses à investir, vous pouvez très bien investir un like, un commentaire et un partage parce que c'est gratuit. Et si vraiment vous appréciez la personne et son travail, pour moi, c'est la normalité. Si par exemple vous appréciez le travail d'Hichem, vous pouvez vous abonner. Mais là, tout de suite maintenant, je vous ai pas dit une phrase en vous disant abonnez-vous. Je vous ai dit, si vous appréciez son contenu, abonnez-vous pour voir la suite de ce qu'il va produire. Donc pour moi, c'est censé être normal dans la tête des gens de se dire, je connais cette personne, de près ou de loin, j'investis entre guillemets sur lui du temps. Parce que si vous avez investi du temps pour regarder toute cette vidéo jusqu'au bout, merci. Vous pouvez très bien glisser votre doigt et mettre un petit like ou un commentaire parce que c'est la suite de l'investissement que vous pouvez mettre dans cette vidéo. Et ça malheureusement, c'est comme disait Oussama Hamar, tu peux pas forcer les gens. Tu peux pas leur dire va mettre un commentaire et tu vas avoir ça. Mais le problème en fait c'est qu'il y a aussi cet aspect que la personne qui va mettre un commentaire, elle va pas entre guillemets avoir de retour puisqu'elle va juste te montrer à quel point elle apprécie ton travail, mais elle va pas avoir voilà un retour entre guillemets sur investissement. Donc faut arriver à faire le juste milieu entre ça. Mais toute personne normale est censée soutenir une personne qu'elle connaît de près ou de loin, c'est vraiment la base. Vous qui regardez cette vidéo, si vous appréciez personne ou si vous avez justement quelqu'un de votre entourage qui se lance, ben, soutenez-la parce que si vous lancez, vous aimeriez bien que quelqu'un soit à vos côtés pour vous soutenir, donc soutenez aussi les gens. Et après quand vous vous lancez, il y a toujours une phase où vous n'avez pas de commentaires, vous n'avez pas de likes et vous vous dites mais comment les gens arrivent à avoir des millions d'abonnés, des millions de personnes qui les suivent, comment ils font? Bah ils ont tous commencé à zéro, hein. Ils se sont tous levés un matin en se disant bon ben je vais essayer et on verra bien. Et ça commence par les connaissances, hein. Les premiers abonnés c'est toujours la famille qui like, qui commente et au fur et à mesure ça évolue. Donc voilà, je pense que c'est la bonne réponse. Après, il n'y a pas spécialement de formule magique pour avoir plus de likes, plus de commentaires. Tout ça, c'est vraiment le contenu que vous faites. Et si vraiment les gens qui regardent votre contenu apprécient, ils likeront eux-mêmes. Il n'y a pas spécialement de formule magique pour que tout le monde like et tout le monde commente. Super, ça me donne l'idée du prochain podcast. Maëva, prépare-toi, on arrive en force pour continuer sur ce sujet-là. T'as beaucoup de choses à dire, il me semble. Bah écoute, Thibaut, je te remercie beaucoup pour ce temps-là. C'était vraiment très intéressant, sujet autant varié que focus. Est-ce que tu as un petit mot peut-être à dire pour la fin, pour mes petits abonnés? Bah déjà, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Dans un cadre qui est vraiment chouette aussi et propice justement à être chill et discuter tranquillement. Donc voilà, si j'ai un petit mot à dire à tes abonnés, c'est soutenez Hichem sur Instagram, comme sur YouTube, comme sur TikTok d'ailleurs. Et puis voilà, soyez vous-même, croyez en vous et en vos projets. Et voilà, si vous avez la moindre question concernant l'entrepreneuriat ou même la confiance en soi, vous pouvez le contacter sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je pense. Ouais. Et si vous êtes sûr de vous, si vous avez la moindre idée, foncez et vous dites pas je vais mettre tant de temps ou tant de jours ou tant de mois à la faire, vous allez la faire. Si vous êtes vraiment motivé, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense que en sortant de cette vidéo, vous pouvez déjà essayer de mettre en place des choses sur vous-même et sur vos idées d'entrepreneuriat pour essayer d'évoluer. Je pense que voilà. Pour conclure, ça serait ça. Merci à toi de m'avoir invité et pour les personnes derrière leur écran, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et j'ai envie de vous dire à très vite sur la chaîne d'Hichem quoi. Et abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Dites-nous, je suis resté jusqu'au bout avec une flamme. Voilà, je suis resté jusqu'au bout avec une flamme. Merci beaucoup, à très vite.